L'invité de Smart Impact, c'est Philippe Drewski. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes psychologue clinicien, co-auteur de ce livre, La psychologie clinique face à la crise écologique, livre publié aux éditions InPress. Pourquoi vous l'avez écrit? À qui il s'adresse, ce livre? Bonjour, merci de me recevoir. Alors c'est un livre effectivement collectif avec 11 co-auteurs aussi. Donc en fait c'est un livre qui s'adresse à la fois aux professionnels de la santé mentale et à tous ceux qui s'intéressent à la question de la psychologie et de la crise écologique. Voilà, c'est un petit peu le public à qui il s'adresse, avec effectivement plutôt des professionnels de la santé mentale, des psychologues, des psychiatres. Voilà. On va évidemment beaucoup parler d'éco-anxiété, expression peut-être un peu fourre-tout. De quoi on parle? De quoi s'agit-il? C'est une bonne question parce que c'est un terme qui, en fait, à la base, n'est pas un terme scientifique, qui ne vient pas du champ de la santé mentale, mais qui est un terme inventé par une journaliste dans les années 90 et qui pose effectivement des difficultés sur le plan presque sémiologique parce qu'il définit finalement quelque chose de très divers. Alors aussi bien un citadin qui voit ses informations défiler sur son smartphone sur la crise écologique qu'un agriculteur qui subit les sécheresses ou des catastrophes dans d'autres pays. Donc en fait, il pose une vraie difficulté. Nous, dans le livre, on parle plutôt de la question de l'angoisse, qui nous paraît, sur le plan scientifique, beaucoup plus solide, et donc de définir les différents niveaux d'angoisse qui sont suscités justement par la question de la crise écologique. Voilà. C'est quoi ces niveaux d'angoisse? Ça peut aller jusqu'à une espèce de paralysie face à ces enjeux? Oui, c'est-à-dire qu'il peut vraiment se mobiliser des angoisses d'effondrement très fortes chez certaines personnes, comme en fait des angoisses qui sont plus élaborées, par exemple des angoisses de perte, c'est-à-dire effectivement de quoi demain sera fait, qu'est-ce qu'on va perdre dans la société future, est-ce qu'il va y avoir des régressions sur le plan social, enfin ce genre de choses. Et donc ça définit du coup des modes de fonctionnement très divers du coup. Oui, alors je vais quand même reprendre l'expression d'éco-anxiété qui est la plus communément admise pour voir que dans le monde, il y a 30% des humains qui déclarent ressentir de l'angoisse, je reprends votre mot, quand ils pensent au changement climatique. C'est intéressant de voir les variétés, 47% en Asie, 19% en Europe. Comment on explique finalement qu'on soit un peu moins angoissé en Europe? Il y a moins de catastrophes climatiques, elles sont moins violentes qu'en Asie. Comment vous l'expliquez ça? Il me semble qu'il y a une réalité qui est, quand on parle de la crise écologique, la question de l'expérience sensible liée à la crise écologique. C'est-à-dire que ce n'est pas effectivement la même chose d'avoir des informations. Finalement, beaucoup d'Européens sont assez peu impactés par la question de la crise écologique, alors qu'il me semble que dans des pays asiatiques, il y a vraiment des pays dont, par exemple, des migrants climatiques commencent vraiment à exister. Et donc, il y a cette dimension qui, je pense, est beaucoup plus sensible. Et donc, en tant qu'être humain, on croit d'une certaine façon ce qu'on croit ce qu'on voit d'une certaine façon. Effectivement. Donc ça, les conséquences de cette angoisse ou de cette éco-anxiété, je parlais de paralysie. En quoi, pour l'environnement, le fait de ne plus ou d'avoir moins peur de l'avenir, c'est souhaitable? Vous voyez le sens de ma question? Qu'est-ce que ça peut déclencher finalement de réduire ce niveau d'angoisse ou d'éco-anxiété? C'est une question très importante parce qu'on pourrait se dire l'un des mécanismes de défense qui est une espèce d'adaptation par rapport à cette situation serait de dénier ou de ne pas être anxieux ou de ne pas être angoissé par cette situation. Ce qui rejoint peut-être la question du climato-scepticisme aussi. On va en parler ensemble, bien sûr. On parlera peut-être. Mais donc ça, on va dire que c'est un espèce de mécanisme de protection. Mais d'une certaine façon, il y a quelque chose qui est paradoxal. C'est que plus on se protège de ça, plus on dénie la réalité de ce qui se passe. Donc il y a une espèce de paradoxe là qui n'est pas non plus complètement satisfaisant. Donc et d'ailleurs, c'est une des critiques qu'on peut émettre à certains moments à l'endroit de certaines approches de la psychologie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des stratégies de coping, d'adaptation. Ça, c'est beaucoup étudié dans certains, notamment dans le monde anglo-saxon, mais c'est aussi des stratégies d'évitement de la réalité de ce qui se passe et de la réalité systémique de ce qui se passe. Donc, voilà.
Mais il y a un phénomène psychologique qui, moi, alors je ne sais pas si c'est psychologique, mais en tout cas, ou sociologique, qui moi, me frappe, c'est que malgré la répétition des catastrophes climatiques, notamment en Europe, il n'y a pas forcément une prise de conscience ou une volonté de se mettre en action immédiatement déclenchée. Comment vous l'expliquez, ça? Alors, ça peut même provoquer un regain de complotisme ou de climato-scepticisme, une catastrophe. Alors, ce qui est marquant, vous soulignez quelque chose de très juste, c'est que les études, il y a une dernière étude de l'IPSO qui est parue en 2022 qui montre en fait que le taux de climato-sceptiques dans la société n'a pas bougé depuis les 20 dernières années. Ça reste complètement constant. Donc en fait, les informations sur le sujet n'ont aucun impact scientifique et l'information n'a pas d'impact. Alors, il y a de multiples raisons pour lesquelles je pense ça existe. Alors, je pense qu'il y a 3 éléments qui me paraissent importants. On parlait de la question sensible, c'est-à-dire est-ce qu'on vit l'expérience au quotidien, c'est-à-dire quand je prends ma voiture, je ne vois pas les arbres mourir autour de moi. Donc ça, c'est Marco Ligori qui, dans l'ouvrage, parle, Alexandre Sinanian qui parle d'écart prométhéen, c'est-à-dire l'écart entre les technologies et puis l'impact que ça a sur l'environnement. Donc ça, il y a une dimension comme ça. Et puis, on est aussi une espèce qui naît de façon très immature au monde. Et donc, on a construit une espèce d'enveloppe technique auquel on a, je pense, aussi beaucoup de difficultés à renoncer d'une certaine façon. Et donc ça, ce sont des éléments qui, je pense, ont des impacts sur notre capacité à pouvoir concevoir ce qui est en train de se passer pour nous, d'une certaine façon. Et alors, il y a évidemment, vous nous le disiez, le livre, il est à destination notamment des professionnels de santé qui sont confrontés à alors là, je parle des Français, mais des Françaises, des Français qui arrivent en disant, voilà, je suis angoissé, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut que vous changiez certains outils d'analyse pour être plus efficace face à ça? Exactement. Alors, c'est aussi un des objectifs, c'est-à-dire, pour bien faire face à un problème, il faut bien se le représenter d'une certaine façon. Et comme je vous le disais précédemment, il nous semble que les modèles qui sont beaucoup utilisés sont des modèles qui sont basés sur la psychologie du stress, c'est-à-dire il y a un stress extérieur, la crise écologique, et on y répond avec des schémas comportementaux. Et en fait, ça nous apparaît comme une sorte d'écueil. Et donc, l'un des objectifs là, c'est de créer des modèles qui viennent à la fois, qui s'appuient sur la psychologie, sur la psychanalyse, mais aussi sur une approche un peu transdisciplinaire du côté de la sociologie, de l'anthropologie, pour essayer de créer des modèles pour mieux se représenter le problème. Donc, ce qui est déjà un élément central. Et puis après, il y a toute la question de le travail, notre travail de clinicien, c'est un travail sur le lien, c'est-à-dire entre les êtres humains. Et donc, ce qu'on évoque aussi là-dedans, c'est que c'est une crise systémique qui ne concerne pas que l'environnement, mais aussi le rapport que les humains ont entre eux. Et que ça, c'est une dimension absolument centrale aussi. Est-ce que le fait de passer à l'action, ça peut être un moyen de réduire ou de dégager cette angoisse environnementale? Alors oui, complètement. C'est même l'une des principales ressources que l'on a quand on est angoissé de passer à l'action. Ça abaisse l'angoisse. Et en même temps, c'est là où il y a une difficulté, c'est que on est presque malade dans notre société peut-être de passer trop à l'action, c'est-à-dire de vouloir absolument toujours régler les problèmes, et qu'il y a, je pense, une double dimension, c'est la question de l'action et puis la question de la réflexion. Et donc ça, on revient sur la construction de ces nouveaux modèles de compréhension de comment nous, en tant que psychologues, que psychiatres, on peut penser ces questions-là et comment on peut les appréhender d'une façon un peu systémique et globale. Le mois prochain, à la mi-mars, il y a l'Université de la Terre qui se tient à Paris, à l'UNESCO. Le président, qui était notre invité dans une précédente émission, disait on va parler notamment de reconnexion à la nature. Oui, c'est un peu cette question-là, peut-être, moi je dirais presque de reconnexion aux vivants et aux autres d'une certaine façon, c'est-à-dire à la fois à la nature et puis aux autres êtres humains. C'est-à-dire qu'on voit que cette crise-là, elle s'inscrit aussi dans une crise, par exemple, des institutions sociales, du lien dans la société. Enfin, il y a toute cette dimension qui, à notre sens, participe exactement de la même logique, finalement. Paradoxe d'une société hyper connectée, mais où les liens entre les humains sont peut-être en train de se fragiliser. Merci beaucoup Philippe Drewski, et je rappelle le titre de ce livre collectif, la psychologie clinique face à la crise écologique, publié aux éditions InPress. Merci encore. Beaucoup, merci. On passe à notre débat, on va découvrir ensemble l'Observatoire 2025 des épiceries solidaires.